Allez, il est 17h05, nous commençons. Merci Jérôme. Donc bienvenue à tous. Nous allons donc passer environ 30 minutes ensemble, 45 minutes en tout avec les questions-réponses, pour échanger sur le salaire des cadres en 2020. Et donc nous allons commencer d'abord par nous présenter et que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire aujourd'hui. Donc Jérôme, je te laisse te présenter le premier. Avec un grand plaisir. Merci Jean. Avec un grand plaisir. Merci Jean-Baptiste. Donc, je suis Jérôme Liotier, je suis directeur des opérations chez Expectra. J'ai eu le plaisir de rejoindre Expectra il y a très longtemps et de naviguer ensuite dans le groupe et sur des métiers un peu différents et dans des fonctions différentes, sur des marques différentes. C'est l'avantage des fois dans des groupes un peu ouverts. J'ai 48 ans, j'aime donner du conseil et accessoirement, je suis un émeraude technophile. Les deux ne sont pas incompatibles, mais les deux peuvent être amenés à polémique, donc je vais éviter ce soir s'il y en a qui aiment l'un ou l'autre. Je reste ouvert sur les réseaux sociaux, le cas nécessaire. Merci Jérôme. Le sujet aujourd'hui est celui des salaires. Donc moi je suis Jean-Baptiste Bruno, je suis directeur marketing adjoint au sein du groupe Randstad et je vais être là aujourd'hui pour animer ce webinaire et poser des questions à Jérôme afin qu'il nous explique exactement ce qu'il en est aujourd'hui du salaire des cadres en 2020 grâce au justement, fameux baromètre des salaires Expectra qui existe depuis un petit moment. Donc, au sommaire ce soir, au sommaire de cette fin de journée. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, tu seras donc aussi la voix de nos auditeurs pour relayer les questions du chat en fin de session. Tout à fait. L'objectif est également de répondre à vos questions et donc je te les poserai et sur la sélection sur les questions qui seront posées sur le chat. Donc n'hésitez pas, vous avez les aider sur chatter dans votre webinaire. Merci Jérôme de cette précision afin que vous puissiez les poser et nous vous y répondrons à la fin du webinaire. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Le sommaire arrive. Donc, nous allons donc étudier l'évolution des salaires des cadres en 2020 à travers différents prismes, les secteurs, les filières plus précisément, les métiers et les régions. On va profiter de faire un petit retour aussi en arrière sur près de 10 ans de progression des salaires. On va regarder une décennie, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les professions qui ont le plus bénéficié d'augmentation de salaire le plus régulièrement sur ces 10 dernières années. Et regarder aussi, au-delà du salaire, quelles sont les autres pistes qui existent, comment valoriser autrement les collaborateurs, vos collaborateurs, en allant un peu au-delà du salaire. Mais avant de commencer, Jérôme avait une question à vous poser, parce que quand on parle de salaire, il y a beaucoup de fantasmes. Donc, Jérôme, je te laisse la main. Oui, merci Jean-Baptiste. Oui, un baromètre des salaires, c'est pour beaucoup l'occasion de savoir déjà si on est bien payé. Donc, comme tout le monde, je regarde le baromètre tous les ans pour m'auto-évaluer. Et une question que je voulais partager avec vous, effectivement, c'est de savoir si vous étiez déjà arrivé dans une enquête ou dans une discussion de majorer légèrement ou de minorer votre rémunération quand on vous pose la question. Donc, on va lancer un petit sondage court, mais qui va peut-être nous éclairer. C'était possible de lancer le sondage techniquement. Parfait, merci. L'idée étant, quand vous prenez le temps de répondre, essayez de répondre honnêtement, promis, on n'a pas de reporting de qui a dit quoi. L'idée étant de comprendre effectivement qu'une bonne étude réside souvent dans la qualité de ses données. Donc on va voir un petit peu si, comme moi, vous mentez régulièrement. Moi, c'est en général 10% que je majore. Je trouve que ça fait du bien et c'est valorisant pour mon entreprise. Pour vous expliquer un petit peu, l'idée de fond, c'est qu'en fait, nous, on a justement une méthodologie qui s'appuie exclusivement sur des données constatées. Donc, on fait l'effort depuis 18 ans maintenant de repartir de fiches de poste. Donc là, on vient d'analyser pour ce baromètre-là 42 000 bulletins de salaire sur 135 fonctions, qui nous donne un échantillonnage, si vous voulez, le plus représentatif possible de nos clients, mais avec 42 000 bulletins de salaire, c'est assez ouvert. Et on a à peu près 2 tiers de province, 1 tiers de région parisienne. Oui, systématiquement, je suis content de ne pas être le seul. Un grand merci à tous les répondants qui, comme moi, mentent régulièrement un petit peu, 10%, 30% parfois, 17% très rarement, 43% jamais. Je vous admire, je suis peut-être plus commercial, mais en tout cas, je pense qu'on va continuer à reprendre dans nos prochaines années voilà, notre rigueur d'analyser du bulletin de salaire qui vient de vos entreprises.
nous, on n'invente pas les fonctions, on n'invente pas les salaires, on pratique par l'intérim et par le recrutement les salaires de vos entreprises. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une photo réelle avec des fois des surprises. Et je vais essayer du coup de vous le présenter au mieux. Premier élément que je voulais partager avec vous ce soir, c'était de reprendre d'un point de vue très macro des chiffres nationaux. L'évolution des salaires sur 2020. Exactement, merci. Cette année, le premier enseignement, c'est que les salaires des cadres ont progressé en moyenne de 2,3%. Alors, 2,3%, on avait 2,4 l'année dernière, 2,7 il y a 2 ans. Ça reste encore un bon chiffre, mais attention, c'est un chiffre qui reste, on va dire, en trompe-l'œil. On a analysé un an de bulletin de salaire, donc on a analysé de juillet 2019 à juin 2020. On pourrait penser que ça reste très bon. Attention, un seul trimestre a été concerné par le Covid. D'un point de vue statistique, n'oublions pas que beaucoup de grilles de rémunération, de négociations de salaire se font plutôt en début d'année. Donc, on n'a pas vraiment encore cet effet qui pourrait être l'effet de baisse d'activité ou l'effet de la renégociation. Donc, voilà, un chiffre légèrement en trompe-l'œil. Ce qu'on a pu voir par contre, c'est qu'il y a eu moins d'intentions d'embauche au premier trimestre et au deuxième trimestre, et que probablement ces effets-là vont avoir un impact sur le baromètre 2021. Donc on analysera avec attention. Mais pour l'instant, plutôt un bon chiffre. On verra après tout à l'heure un peu plus de détails dans la vision par secteur d'activité ou par métier. Et quand on reprend sur 5 ans, on voit une croissance des cadres de 3%. On dit souvent que les cadres se portent bien en France, c'est vrai. Le chômage des cadres était bas, à 3,5% reste. C'est plutôt favorable et je pense que ça restera favorable. On va rester par contre, nous, en interrogation de l'évolution des prochains mois sur les volumétries et les salaires. Petit bémol aussi souvent, on le dit, sur les jeunes diplômés qui sont en train d'arriver sur le marché de l'emploi, donc de jeunes cadres qui nous rejoignent, qui peuvent faire l'effet, dans certains cas, d'un effet un petit peu de modération de leur salaire. Donc, vigilance pour les études à venir, en tout cas, mais un baromètre 2020 qui reste dans la lignée des précédents. Je vous propose de rentrer derrière, par contre, peut-être dans une vision par secteur d'activité, qui va peut-être être un peu plus instructif pour certains et certaines d'entre nous. Quand on prend les grands secteurs d'activité, le secteur, et là on ne parle pas de métier, mais bien de secteur d'activité, donc activité de l'entreprise. Le premier secteur, c'est le secteur du transport et de la logistique. J'étais un petit peu étonné. L'effet premier de cette présence-là, c'est la modernisation du transport et de la logistique. C'est l'arrivée de la robotique, de l'intelligence artificielle. On voit des grandes plateformes Amazon arriver. On voit que ce métier du transport et de la logistique, c'est tout sauf le métier d'il y a 10 ans. Ce qui a amené du coup de nouveaux métiers, de nouvelles qualifications qu'on verra après, et donc une tension sur les salaires dans le métier de la logistique. Suivi par le commerce, comme souvent, le commerce est tiré par le digital, on le verra tout à l'heure. Banque assurance, métier, on ne peut plus divers. Banque assurance, c'est un petit peu différent. On a un secteur très innovation, fintech, assurtech, toute la partie néobanque qui tire les salaires et qui fait un vrai côté attractivité. À l'inverse, le front office, nos banques un petit peu anciennes, l'assurance classique qu'on connaît, a plutôt une modération autour de 1,9%. Donc ça change un petit peu. Bien d'équipement, bon, ça en reste assez modéré. BTP, biens de consommation, sont des secteurs qui n'ont pas forcément été tirés sur les dernières années. Attention par contre, à l'intérieur de ces secteurs d'activité, notamment dans le BTP, il y a de très belles surprises. Comme dans le service, voilà, la moyenne du service n'a pas explosé sur ces derniers temps. Par contre, à l'intérieur de ça, on a des belles fonctions qu'on va pouvoir découvrir sur ces métiers-là. Merci Jérôme pour ces éléments sur les secteurs d'activité. Est-ce qu'on pourrait maintenant passer sur les filières métiers? Parce que je pense qu'on a aussi pareil des réalités qui peuvent être un peu différentes. Exactement. Donc, exactement, Jean-Baptiste. Quand on parle effectivement de filière métier, là, on parle bien de regroupement de fonctions, donc de métiers. Le premier enseignement, on le voyait tout à l'heure, le BTP et la construction étaient en difficulté, était assez modéré à 2%. Dans les métiers de la construction aussi. Néanmoins, on regarde que le conducteur de travaux a une croissance de 5,9%. Donc, cette profession qui était en fait le chef de chantier d'avant s'est modernisée, interagit avec des prestataires et a un véritable donneur de quoi. Et un véritable
l'évolution de ces métiers-là. Donc, il y a des vraies disparités. Le métier de l'ingénierie et les qualifications de l'ingénierie, effectivement, toute la partie productivité aussi, qui tire l'ingénierie, comme l'ingé maintenance et l'ingé méthode, agissent tous les deux sur la productivité de l'entreprise, donc tirent leur filière métier vers le haut. La partie RH paye, et nous sommes nombreux dans ces métiers-là, a été tirée par la technicité de l'évolution des métiers RH. La paye est importante aujourd'hui, on est bien d'accord, mais on a de plus en plus de technicité. Le pilotage des CSE a amené à revoir des fonctions, notamment des ressources humaines, des fonctions donc, qui ont été valorisées sur les dernières années par du variable, qui a beaucoup joué. La notion de conseil interne fait vraiment de très belles évolutions. Sur ces métiers-là, comme sur d'autres, si vous avez besoin d'avoir plus de détails, dans le baromètre, on a bien 135 qualifications qui sont adaptées. Donc, on va pouvoir, avec vous, rentrer dans le détail de votre filière, des différents métiers, du RH, de la paye, de l'ingénierie, du BTP, mais aussi, effectivement, de métiers plus techniques. Je propose qu'on voit en complément d'autres métiers. Voilà, l'informatique et télécom. On a vu depuis 10 ans dans mon métier, a une vision globale un peu plus modérée, et on retrouve à l'intérieur de ça toujours une disparité de métiers autour du management des équipes, autour de la sécurité et de l'exploitation de nos réseaux. Et c'est vrai qu'on le voit avec le réseau, avec les Covid, tout le monde tourne un peu vers cette notion de sécurité, et c'est vraiment important. La partie comptabilité et finance, effectivement, qui rentre dans le pilotage, reste d'un point de vue macro relativement court, avec de belles disparités de contrôle de gestion et de comptabilité. On voit plus que jamais, en fait. Il faut prendre le temps aujourd'hui de piloter nos entreprises. Et dans le monde de la comptabilité finance, on voit que la finance d'entreprise tire le secteur vers le haut. À l'inverse, la partie banque-assurance, on l'a vu tout à l'heure, est un peu déséquilibrée au profit des fintech. Et à l'inverse de ce segment-là, l'expertise comptable ne croît que de 0,4%. Donc, on voit que les experts de la technique métier ont moins cru dans la comptabilité finance, alors que la finance d'entreprise, au contraire, est aujourd'hui cherchée et recherchée. Le commerce et le marketing, effectivement, le monde adore les commerciaux. On voit de nouveaux métiers apparaître là-dedans, notamment l'UX designer. Je vous propose sur l'UX designer de ne pas trop en parler maintenant et de peut-être d'en parler un peu plus tard dans un top 10 des métiers de manière un peu plus globale. Et bien justement, le top 10, tu peux peut-être nous en parler, parce que qui sont les 10 métiers qui tirent le mieux leur épingle du jeu en 2020? On en a défloré quelques-uns, mais est-ce que si on regarde plus en détail, tu peux nous expliquer quelles sont les tendances qui ont fait que de ces 10 qualifications, les grands gagnants? On va en reprendre un. Ah, vas-y. Je vais essayer de prendre le relais. Voilà, désolé pour le décalage technique. Hop, voilà. Le réseau est en train de nous trahir, j'espère qu'on va pouvoir tenir facilement. Merci Jean-Baptiste. En fait, dans ces 10 métiers, voilà, on voit déjà l'arrivée de l'UX designer que vous voyez en 7e position. L'UX designer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont toutes les personnes qui vont derrière travailler sur l'expérience candidat. Le Covid les a révélés, mais plus largement, si vous voulez, depuis des années, on fait de plus en plus de courses en ligne. On achète sur le net, on interagit sur Internet, et on cherche tous à vivre ou à faire vivre une expérience candidat. Donc, il y a ceux qui les définissent, il y a ceux après qui les programment, donc les UX designers pour l'expérience et les UI designers pour la partie intégration. Mais ces gens-là, en fait, ces métiers-là n'existaient pas il y a 10 ans. Et ce sont des métiers, effectivement, qui sont aujourd'hui centraux. Si on veut être un petit peu plus macro sur ce top 10, on voit de la production, on voit plein de choses, mais en fait, le premier axe de lecture, c'est de se dire que les 5 premières qualifications, ingé méthode, maintenance, contrôle de gestion, compta gêné et conducteur de travaux ont comme point commun que ce sont des métiers du pilotage et de la productivité. Et ça, c'est vraiment central quand on comprend la vie de nos entreprises. Les 5 plus grosses progressions rapportent à l'entreprise, analysent et gèrent la partie productivité. Les 2 suivants sont des métiers du digital. Digital et numérisation, on va voir que c'est un petit peu différent. Le digital, on parle bien de l'expérience. Donc là, on a l'UX designer et le chef de produit qui tirent là-dedans. Et pour finir, c'est logique, on vit dans un monde numérique, cette coup-ci. On voit la partie informatique avec la partie numérique, la partie virtualisation, le rôle dans l'informatique dans la vie de nos entreprises, ce qui nous permet ce soir d'échanger à distance et de travailler depuis 6 mois maintenant tous
un coup chez nous, un coup au bureau, un coup dans un espace ouvert. Voilà, ce top 10 est clôturé par la partie numérique. Donc, j'allais dire, voilà, le vrai enseignement pour moi des métiers en tension et des métiers qui poussent, c'est en 1, le pilotage de la productivité, en 2, le digital, en 3, le numérique, et qui permet effectivement aujourd'hui de rester vraiment en marche. Je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre ces valeurs-là, pour aussi comprendre sa propre projection. Si je veux faire évoluer mon salaire, je ne vais pas faire changer ma fonction, mais si je veux faire évoluer mon salaire, il faut aussi que je tienne compte de cette digitalisation, de cette numérisation, de cette notion de pilotage, pour continuer à vivre ma carrière par rapport à ce qui est demandé. Si on veut regarder un peu ces métiers-là, on a une approche régionale que je vous propose de partager aussi ensemble. Voilà, je vais essayer de ne pas vous relire forcément tous les métiers qu'on peut avoir dans cette approche-là. La partie régionale aujourd'hui montre une vraie disparité. On passe de plus 3,5 en région Rhône-Alpes à plus 0,2 dans le secteur Grand Est. Je ne vous cache pas que je suis content d'habiter à Lyon, hein, donc centre de la région Rhône-Alpes. Jean-Baptiste, région que tu connais bien, effectivement c'est important. Il y a des constructions historiques de régions comme le Rhône-Alpes qui reste une région très très ouverte sur l'Europe et qui est une région qui a toujours été attractive. On a des effets de plus 3,2 sur l'Île-de-France, qui est un secteur qui est important pour l'économie française, qui bénéficie d'un effet de rattrapage. À l'inverse, la région Grand Est, effectivement, a souffert et souffre encore d'une industrie plus ancienne, plus classique, de grands secteurs industriels. Mais ça veut dire aussi que cette modération sur les salaires aujourd'hui, impactée par une vie économique un petit peu plus compliquée, va amener une transformation de ces secteurs-là. Forcément, il y a de l'investissement. Si demain on arrête de parler d'Aciérie, mais qu'on a revu l'automobile différemment, on peut parler du ferroviaire qui va se réinventer. Il y a plein de projets. Peut-être que demain, ce sera des startups de numérique qui verront massivement dans le Grand Est. Il y aura forcément un rebond après cette modération. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet. Il faut rester à l'écoute. Chaque région a des fonctions qui tirent leur épingle du jeu, hein. Quand je vois je prends le cas du Nord-Est, effectivement, et plutôt la partie contrôle de gestion à plus 6%, qui est en vrai décalage par rapport à la croissance de la région. Le Sud-Ouest et l'Ouest ont toujours été portés, mais effectivement, on voit aussi que l'effet douceur de vivre, attractivité ferroviaire, qui a beaucoup tiré ces régions-là il y a quelques années, effectivement, est suivi d'une phase de modération. C'est logique, c'est cyclique. Voilà. Donc, attention à nos régions, on ne va pas choisir où Jérôme, habiter. Oui, pardon. Oui, justement, tu nous parles un peu de ce qui s'est passé, ce qui a fait l'histoire salariale de ces régions. Et ce serait intéressant de regarder ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années, l'évolution salariale, justement, avoir ce prisme aussi, de voir quelles sont les plus belles progressions de salaire qu'il y a eu sur la dernière décennie, afin d'avoir cette analyse aussi de qui sont les nouveaux et quels sont les métiers dans lesquels il a fait bon être pendant ces 10 dernières années. Alors, effectivement, alors le métier où il a fait bon investir et se développer, on retrouve notre UX designer. Alors lui, la particularité, c'est qu'il y a 10 ans, il n'existait pas. Donc on voit de cette croissance-là. Pour que vous compreniez bien et qu'on ne se trompe pas de chiffres, on parle bien ici de taux moyen de progression annuelle pendant 10 ans. Donc si je prends l'ingénieur BTP, ça veut dire que en moyenne, par an, depuis 10 ans, les ingénieurs BTP ont pris 4,7%. C'est considérable, hein. Surtout quand on met ça face à une inflation qui a été modérée, on voit effectivement de très belles progressions. On voit dans le cas de l'ingénieur BTP, qui étaient des métiers qui étaient un peu décriés il y a 10 ans, dans lesquels on n'avait pas forcément envie d'aller. Et on voit maintenant pléthore d'écoles d'ingénieurs, effectivement, se spécialiser là-dedans. C'est un métier qui est devenu technique, qui est devenu un métier d'enjeu. On voit des projets d'ampleur. Donc, on voit effectivement que ce sont des métiers qui se sont renforcés. La méthode, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est effectivement tous ces efforts d'optimisation et de cadencement de nos productions pour gagner en efficacité et en productivité qui ont tiré les salaires vers le haut. La comptabilité, effectivement, on parle bien de gestion, on parle bien d'analyse de tout ça, la gestion de la paye qui reste cruciale, qui se remet un peu à attirer les jeunes diplômés RH qui trop souvent
Sortez de ces domaines-là. Les juristes d'affaires, on parle vraiment de technicité à ce niveau-là. On voit que le monde économique s'est tendu. On voit que la partie recherche et optimisation et technicité des fonctions amènent à sortir leur épingle du jeu. Bon, ben, l'informatique arrive derrière, c'est logique. Le contrôle de gestion, qu'il soit financier ou social, s'est inséré dans nos discussions. Je n'imagine pas aujourd'hui un comité de direction prendre une décision sans en mesurer immédiatement l'impact social et l'impact financier. Donc, contrôle de gestion sociale et financier. On a fait le choix de ne pas les séparer. Peut-être que dans quelques années, on séparera durablement ces deux fonctions. Les commerciaux ferment le banc, mais les commerciaux sont toujours là. Ça reste rassurant. Voilà un petit peu les points. Ces points-là, ils sont voilà. Ils sont importants. Certains métiers sont allés beaucoup plus vite et parfois jusqu'à 2 fois plus vite que leur filière. C'est le cas dans ces métiers-là. Attention surtout, si on veut regarder ce qui s'est fait sur les 10 dernières années, essayons d'imaginer la suite. On dit souvent que plus de la moitié des métiers qui seront pratiqués dans 20 ans n'existent pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on reste aussi en mouvement pour rester en phase avec les attentes de nos entreprises. Voilà cet éclairage de la décennie 2011-2020 qu'on nous a apporté à notre 18e baromètre. Désolé Jérôme, on a vraiment un petit lag technique entre nous. Désolé à tout le monde pour la piètre qualité. Ce sont les joies du direct. On a promis au début de ce webinaire d'aller au-delà du salaire aussi, parce qu'on a bien vu que les collaborateurs et les salariés attendent des revalorisations salariales. Est-ce que tu pourrais nous partager aussi maintenant des conseils pour aller au-delà du salaire? Parce qu'on sait qu'on peut parfois obtenir quelque chose, mais jusqu'où on peut aller pour proposer d'autres manières d'attirer et fidéliser ses talents? Oui. Effectivement, le salaire, on l'a vu dans l'analyse sur la partie vie de l'entreprise et vie des collaborateurs qui sont déjà en emploi. On sait effectivement que la problématique du salaire, c'est d'avoir le bon niveau de salaire pour attirer, de continuer à en donner suffisamment pour fidéliser, mais pas trop, parce qu'effectivement, sinon on a une inflation, et que toute la vie d'entreprise, c'est de travailler comme ça sur la modération de cette dynamique. Sur la partie conseil, en fait, ils seront pour moi au nombre de 5. Et j'en garderai un petit 6e en version plus sur la fin. Le première information du salaire, quand on regarde ce qu'on a vu sur les filières, les métiers, les qualifications et les zones, c'est de connaître son bassin d'emploi. On ne peut pas attirer localement sur un métier si on n'a pas la connaissance réelle et instantanée des salaires proposés par les entreprises qui sont en concurrence avec nous sur le bassin d'emploi. Si je cherche un comptable à Lyon, je dois connaître les salaires pratiqués en ce moment à Lyon. Si je cherche un informaticien à Nantes, je dois m'intéresser à ce bassin-là. Si vous cherchez à recruter et que vous ne le connaissez pas, demandez-nous. Interrogez des sociétés de conseil, interrogez votre consultant Expectra, demandez à avoir le baromètre en version complète et à ce qu'on l'analyse avec vous. Il faut avoir le bon niveau de positionnement. Dans cette connaissance du bassin, il faut aussi regarder les annonces qui existent en même temps que les nôtres. On est tous en concurrence les uns avec les autres. Comment communiquent les autres entreprises? Quelles sont les promesses? Quel est le ton du moment? Ça, c'est vraiment important pour attirer. Et attirer, le troisième élément, c'est de dire que si jamais il y a besoin d'aller au-delà de l'analyse simple des salaires proposés par les entreprises en concurrence, il existe aujourd'hui des outils pour analyser en profondeur les métiers, les passerelles métiers, les tensions. Si besoin est, je vous laisserai à tous mes coordonnées. On a des outils, nous, au sein du groupe, sur la notion de smart data, c'est-à-dire d'exploiter l'ensemble des données numériques qu'on peut avoir, entre autres le baromètre, mais pas que, pour avoir une analyse poussée des inflexions de salaire et des gaps de salaire par fonction dans des bassins d'emploi. Je pense que c'est vraiment important. Attirer, c'est avoir le bon salaire au bon moment. Proposer 5% de moins que ses concurrents, c'est quasiment la certitude de passer à côté de la bonne personne. Voilà, ça c'est vraiment le premier conseil, en fait, c'est cette culture locale. Le deuxième conseil, en fait, ce serait de se dire, le salaire c'est bien, ça compte, il n'y a pas que. Il faut aller voir tout ce qui est aujourd'hui, qui rentre dans le grand mot chapeau,
Compensation and Benefits. Donc, tout ce qui est rémunération et avantages sociaux. Qu'est-ce que je mets autour du salaire? Comment j'explique le fixe? Comment j'explique et je motive le variable? Comment je crée la couverture mutuelle? La retraite? La participation aux bénéfices? J'en mets plus, je reste au niveau statutaire. Comment est-ce que je fais vivre ça? Comment est-ce que je rassure mes cadres dans leurs projections? Comment est-ce que je propose dans certains cas des plans d'outplacement? Expliquer à un cadre qu'on va lui apporter les moyens d'être outplacé quand il aura envie de se valoriser, c'est aujourd'hui aussi attractif qu'un plan de retraite pour certains. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous voulez avoir des conseils dans ce domaine-là, si vous voulez en savoir plus sur ce qui se pratique, sur ce qui ne peut pas se pratiquer, d'abord, dans la plupart des grands groupes, maintenant, il y a des gens dont le métier est exclusivement de construire toute la partie Comp&Ben de nos grands groupes. Et en même temps, il y a une étude qui est sortie du cabinet Expectra Search. On a fait un webinaire la semaine dernière, jeudi dernier, sur le sujet. Je vous remettrai en plaisir en relation avec eux. Voilà, c'est un métier de spécialiste, mais construire cette ingénierie sociale de la rémunération des avantages est aujourd'hui crucial dans un grand groupe si on veut fidéliser. Là, on va attirer un petit peu, mais on va surtout garder et projeter nos talents dans le temps. Mon troisième conseil, il va être, allez, on va dire un petit peu commercial. On ne se refait pas. Il faut savoir faire preuve de souplesse et de créativité. Soyez créatif dans l'approche de vos candidats. Si vous avez un candidat face à vous qui a une problématique de transport, d'accord, il ne va pas forcément être à l'écoute d'un salaire plus fort, mais soyez en mesure de lui apporter une souplesse horaire, de lui apporter une dose de télétravail, de lui apporter peut-être un remboursement de frais de transport, une place de voiture, je ne sais pas. Trouver l'élément différenciant qui va répondre à l'attente spécifique de votre salarié sans forcément déstructurer complètement votre entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, notamment dans les entreprises de taille moyenne, on a besoin d'aller individualiser la solution salaire au sens large, bénéfice, d'attirer des talents avec une écoute particulière et de les garder en ayant une écoute particulière. Moi, le premier, je n'ai plus la même approche horaire que celle que je pouvais avoir avec mes équipes il y a quelques temps. Le Covid est passé par là, on a tous connu une époque un peu différente. Il y a un changement de paradigme qui fait qu'aujourd'hui, on doit continuer à avancer là-dedans, trouver des éléments de salaire. En même temps, dans cette écoute-là, il faut savoir aussi donner du sens dans cette rémunération-là, savoir animer le variable, organiser des challenges. Aujourd'hui, c'est ça la créativité. Est-ce qu'aujourd'hui, un challenge, c'est forcément 5% de prime? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est des smartbox? Est-ce que c'est un voyage? Qu'est-ce qui va faire vibrer mes collaborateurs dans cette offre d'incentive au sens large pour arriver à rentrer? Alors, nous, ce n'est pas forcément valorisé dans l'étude, dans les salaires, mais c'est vraiment un vrai conseil. Voilà. Prenez le temps de réfléchir à l'élément de motivation supplémentaire, à ce petit cadeau de plus qui va permettre à nos collaborateurs de faire tous les jours un peu plus pour amener un peu plus, pour se rapprocher un petit peu plus de l'entreprise et qu'on aille en conjonction vers un effet un petit peu gagnant-gagnant. Donc après le bassin local, les Comp&Ben et la créativité, mon quatrième conseil en fait, qui sera d'accepter de recruter autre chose qu'un CV. Les candidats qui viennent vous voir et même vos collaborateurs ont des projets. On parle souvent d'EPE, est-ce que tu as fait ton entretien annuel, où est-ce que tu en es, est-ce que tu fais tes one-to-one, on a tous des grands process là-dedans, on écoute des collaborateurs et parfois on n'écoute pas leurs projets. Moi j'ai été frappé par un de mes premiers employeurs il y a presque 20 ans, qui m'a fait comprendre qu'on était en fait des éleveurs de talent et qu'il fallait parfois être en capacité de faire progresser des collaborateurs, quitte à se être poussé soi-même vers le haut, c'est agréable, parfois sur le côté, et puis d'accepter de les perdre. Ce n'est pas grave. Je pense qu'il faut pouvoir dire à un collaborateur, votre parcours m'intéresse, votre projet m'intéresse, peut-être que mon projet à l'instant T ne vous semble pas un projet d'avenir, mais par contre, venez chez moi, venez relever ce challenge avec moi. En 3 ans, vous pourrez largement le revaloriser. Il est important pour construire votre projet de carrière que vous veniez me rejoindre dans mon besoin du moment. Je pense que voilà, valoriser cette expérience-là, valoriser vos postes, valoriser vos projets, même sur 3-4 ans, c'est déjà bien. On n'est pas obligé d'embaucher des gens que pour 20 ans, si ça peut leur être profitable à court terme. Après, le cinquième conseil ou la cinquième point d'importance, c'est celui qu'on a presque mis en premier dans nos bulles, c'est
la culture d'entreprise, d'avoir une marque employeur forte et attractive, d'avoir une vraie culture d'entreprise. Attention là-dedans, il y a un peu de tout. Il ne suffit pas d'avoir des grandes valeurs pour que ça marche. Il faut savoir être inspirant, savoir raconter une histoire pour que nos collaborateurs soient fiers de nous rejoindre, de rester chez nous et de s'investir. Raconter une histoire, ça veut dire aussi qu'il faut la vivre, cette histoire. Donc, il faut aussi être hyper cohérent. Ça ne sert à rien de mettre un baby-foot dans l'entrée si le manager derrière est un tyran ou s'il empêche les gens d'aller jouer pendant une demi-heure parce qu'eux, ils préfèrent travailler le soir. Donc, c'est un peu compliqué. On l'a vu il y a très longtemps, c'était un peu l'effet Google du baby-foot. Sauf que les salariés ont dit aussi, mais super, quand je joue au baby-foot, je reviens le week-end. Pourquoi pas? Mais allons du coup les laisser jouer s'ils ont envie de jouer. J'avoue qu'on avait abordé ça un peu avec la génération Y. Quand je vois des fois des collaborateurs, moi, qui écoutent de la musique en travaillant, bah, ça me choquait. Mes enfants, maintenant, font leur devoir en travaillant. Et j'ai des collaborateurs qui regardent des vidéos en travaillant. Tant qu'ils travaillent bien, à la rigueur, pourquoi pas, si c'est ma culture et si c'est mon histoire. Si c'est pas mon histoire, ben, faut qu'on réfléchisse et qu'on voit un petit peu ça. Maintenant, j'allais dire qu'on parlait du baby-foot, c'est presque un peu dépassé. Et la grande question, c'est avez-vous un menu vegan à la cantine? Mais voilà, on en parle. Ça paraissait un peu délirant il y a un an ou deux. Ben oui, maintenant, de moins en moins. À midi, j'ai pris le menu vegan à la cantine. J'ai trouvé ça presque un peu rigolo ou un peu normal, je sais pas. À vous de voir, en fait. L'idée, c'est que euh, euh, projetez-vous, avancez. Mais les 5 conseils, c'est ça, c'est être collé à son local pour ne pas être en décalage. Construire sa vision du compensation de bénéfices, être créatif, avoir une expérience candidat et l'aider à se projeter dans sa carrière et avoir une culture d'entreprise réelle, inspirante et cohérente. Et donc ça fait 5. Je vous avais promis un petit sixième. Bah, le sixième, ce serait presque ce qu'on vit tout en ce moment, c'est de rester en mouvement. Vous pouvez avoir un bon projet, c'est bien. Vous pouvez avoir des bonnes valeurs, c'est bien, des bons avantages, super. Mais demain, serez-vous demain encore en phase avec votre marché? Serez-vous demain en phase encore avec vos candidats, vos salariés? Réinventez-vous. À titre d'exemple, nous on en a profité en interne, on s'est dit, ben, le Covid va changer le recrutement, va changer l'interaction aux candidats, l'interaction à nos clients. Si on veut continuer à être de bons conseils, à être adapté, il faut qu'on accepte de revoir notre organisation, nos outils, notre promesse, notre entreprise, en fait, de continuer à rester en phase avec notre marché qui est en train de changer. Si vous ne l'avez pas fait, posez-vous la question. En quoi le Covid change positivement mon marché? Comment est-ce que mes clients, mes fournisseurs, mes collaborateurs veulent interagir? Est-ce que je suis en phase? Si je suis en phase, c'est super bien. Reposez-vous quand même la question d'être toujours en phase. Si vous n'êtes pas en phase, est-ce que ça vous dérange? Oui, non. Et est-ce que vous voulez changer et comment? C'est un bon moyen de profiter, je pense, de cette rupture un peu du Covid avec derrière le télétravail et toute cette nouvelle forme de travail qui se met en place pour se réinventer et pour continuer à projeter vos collaborateurs et nos collaborateurs sur les 3-5 ans qui arrivent. Je pense que c'est peut-être le plus intéressant. Au-delà du salaire, de continuer à avoir un écosystème salaire, promesse, management, histoire d'entreprise qui vivent et grandissent avec nos collaborateurs. Ce serait presque une synthèse si c'était à moi de la faire. Merci beaucoup, Jérôme. Okay. Nous avons eu. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser dans le chat. On en a reçu quelques-unes. Donc, Jérôme, je vais te soumettre la première question qui est arrivée, qui est la suivante. Pensez-vous que les salaires vont augmenter en 2021? Un peu de projection sur l'année prochaine. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y aura certainement un effet de modération. L'effet de modération des salaires, ça je parle vraiment en mode macro, il va être réel parce que bon nombre d'entreprises n'ont pas les capacités financières de continuer à augmenter les yeux fermés de 2 à 3% les salaires tous les ans sur toutes les fonctions. Donc, est-ce que les grandes NAO vont amener un spectre large? Je ne le crois pas, objectivement. Il va y avoir quelques segments aujourd'hui qui ont bien cru, sur lesquels il va y avoir, on va dire, malheureusement, un peu plus de tension économique. Je prends le principe de l'aéronautique. Si demain, il y a plus de talents disponibles sur le marché,
immanquablement, le jeu de l'offre et la demande va se faire. Donc, il y a des fonctions qui vont un peu moins croître, qui vont un peu moins grandir parce qu'ils seront plus nombreux sur le marché. À l'inverse, il y a des fonctions qui sont pénuriques, qui resteront pénuriques, et ça encore pendant très longtemps. Je vais revenir sur notre fameux UX designer, mais aujourd'hui, ils sont en position de force, ils resteront en position de force. Donc, je serais tenté de te dire, Jean-Baptiste, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais en fait, c'est plutôt certains oui et certains non. Mais globalement, je pense qu'il y aura une modération. Elle est économique. On va recruter. On avait annoncé 15 à 20%. C'est en train de se resserrer un petit peu. Donc, je crois qu'on n'aura pas un chômage massif des cadres, mais on aura un peu plus de tension. Donc, il y aura un peu plus de disparité entre les profils qui restent pénuriques et ceux qui le seront moins, entre les pilotes et les supports. Il vaudrait aujourd'hui mieux être pilote et fonction d'avenir que juste support si on n'a pas fait grandir sa fonction dans la numérisation, dans le conseil et dans l'utilité à très court terme de l'entreprise. Merci Jérôme pour cette réponse très complète et qui nous interroge tous. Deuxième question, parce qu'on a beaucoup parlé, tu as donné beaucoup de conseils pratiques, et donc là, à la fin, sur au-delà du salaire, mais malgré tout, est-ce que la question est, selon vous, le salaire reste-t-il un levier de motivation et de fidélisation des collaborateurs? Spontanément, alors le salaire a toujours été un élément de choix. Quand on discute avec un collaborateur de qu'est-ce qui vous fait rentrer ou rester dans une entreprise, le salaire est toujours présent. Il est rarement en première position. On voit aujourd'hui que la partie de projet, de est-ce que je suis bien dans mon poste, est presque un peu plus important. Je peux accepter en période de tension économique de ne pas être augmenté pendant 1 an ou 2 ans, à partir du moment où, par contre, j'ai de l'intérêt, de la reconnaissance, de la progression, de la formation. Ça, c'est important. Ce qui est plus compliqué, c'est d'attirer. Et par contre, c'est plus difficile de jouer sur autre chose que le salaire pour attirer de bons talents. Donc, malheureusement ou heureusement pour eux, les profils pénuriques vont toujours être attirés par la fonction. Plus ils sont pénuriques, moins ils sont fidèles. Donc, soyez créatifs et inventifs pour les garder. Mais malheureusement, un ingénieur développement, s'il est vraiment bon, s'il est vraiment une star, et c'est lui qui vous fera votre site demain, il fera votre site demain, vous le paierez cher, et il repartira après-demain parce que c'est un peu sa vie. Donc, il faudra savoir le projeter dans le temps. Donc, voilà, oui, donc le salaire reste très important pour l'attractivité. Il peut temporairement être un petit peu délaissé si c'est accompagné autour, si on met de la valeur, si on met de la reconnaissance et si aussi c'est l'expliquer. Merci Jérôme pour toutes ces réponses et ces précisions. Nous allons clôturer donc ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Jérôme et toutes les équipes Expectra restent à votre disposition. Ce webinaire sera visible en replay. Merci à tous encore. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, une très bonne journée. Et Jérôme voulait vous dire un dernier mot, je pense. Merci Jean-Baptiste. Oui, un dernier mot. J'ai été ravi de commencer cette discussion avec vous. Je voudrais bien que ça paraisse que ne soit qu'un début de conversation. Je vais vous faire transmettre effectivement le support de cette présentation, mes coordonnées. N'hésitez pas à ce qu'on puisse interagir. Alors, en région lyonnaise, je pourrais vous aider pour de la compréhension de marché. Si vous n'avez pas eu l'étude complète, l'étude avec les 136 qualifications, dites-le moi, je vous la ferai apporter. Je pense que c'est important qu'on puisse échanger avec vous. Je reste vraiment à votre écoute. Mon but, c'est pas juste de passer 40 minutes avec vous, mais peut-être de vous aider le mieux possible, d'interagir. Je pense que c'est ça la notion de service. Donc pour moi, c'est très très important. Vous aurez mes coordonnées. Et si des fois vos questions dépassent mes compétences, ce qui peut arriver, on est nombreux et j'essaierai de vous répondre et de vous mettre en relation avec les personnes les plus à même de creuser. Je pensais au Common Bench, je pensais aux analyses data. Il y a tout ça. Voilà. On est avec vous. Commençons l'échange et surtout restez en mouvement. Faites grandir vos entreprises pour garder vos talents. C'est, je pense, primordial. À bientôt, Jean-Baptiste. Merci Jérôme, merci à tous et à bientôt. Bonne journée.